Qu'est-ce que l'alimentologie? C'est une question à laquelle nous allons apporter une réponse. Bonjour à tous, je suis Arnaud de la chaîne Alimentologie et ici nous allons traiter de sujets divers et variés autour de l'alimentation. L'alimentation faisant partie de notre quotidien, il est important d'en comprendre les origines, la transformation, son avenir et quels sont les impacts sur notre corps. Vous découvrirez l'origine des aliments, leurs propriétés, leur environnement ou encore leur transformation. Par environnement, on peut entendre l'environnement écologique, l'environnement économique ou tout simplement l'industrie agroalimentaire. Nous casserons certaines idées reçues telles que la production animale par exemple, ou encore le rôle des additifs dans les aliments, ou encore la qualité nutritionnelle des aliments, ou bien juste la qualité des aliments tout court. Alors, si tu souhaites comprendre toute l'origine de tes aliments, comprendre quels sont leurs fonctionnements et leurs caractéristiques, n'hésite pas à me suivre sur ma chaîne YouTube, l'alimentologie. Reprenons depuis le début. Qu'est-ce que l'alimentologie? Si on s'en réfère à sa définition propre, l'alimentologie, c'est, d'après le Guy de Larousse, rien. L'alimentologie n'existe pas. Du moins, le terme alimentologie tel quel n'existe pas. Cependant, on peut retrouver un homologue anglais, le terme alimentologie, avec un Y, pour lequel la définition que l'on retrouve sur Medical Dictionary est la suivante. Un terme qui définit l'étude de la nutrition clinique, la science nutritionnelle ou encore la diététique. Un second terme, qui nous vient lui aussi de la littérature anglophone, est le terme foodologie. C'est un terme qui lui non plus n'existe pas, mais il a été proposé que ce terme signifie la science de tout aliment, comestible ou non. Alors, que signifie alimentologie, orthographié ainsi? Au cours de mes recherches, j'ai pu trouver un article qui cite le terme alimentologie. Cependant, ce terme est utilisé uniquement avec l'usage de guillemets, ce qui pourrait suggérer que l'alimentologie pourrait être une future science. Cet article de 1989 traite de la discussion autour de l'alimentation, son innovation et ses transformations. Alors, pourquoi avoir appelé ma chaîne Alimentologie? La réponse vient simplement de l'étymologie du mot alimentologie. Dans un premier temps, le suffixe logie, qui nous vient tout droit du latin logia, ou du grec ancien logia également, qui est dérivé de logos, est un terme qui signifie parole ou discours. Appliqué en tant que suffixe dans un mot, ce terme peut être aussi traduit par science ou étude. Par exemple, le terme biologie, décomposé par bio et logie, signifie bio, vivant, et logie, science, ou parole, discours, qui pourrait se traduire par parole du vivant, discours du vivant, ou encore science du vivant, la biologie. Mais dans tout cela, qu'est-ce qu'un aliment? Car dans le mot alimentologie, on retrouve aliment et logie. Qu'est-ce qu'un aliment? Sa première définition est la suivante. Toute substance susceptible de fournir aux êtres vivants les éléments nécessaires à leur croissance ou à leur conservation. Cette définition traduit que n'importe quel aliment qui peut être consommé, apporter des nutriments à un organisme, est donc un aliment. La deuxième définition, qui est la plus intéressante, est celle-ci. Ce qui est capable de soutenir un sentiment, une activité morale, intellectuelle ou spirituelle. Cette définition est intéressante dans le sens où l'aliment va être quelque chose de non palpable, quelque chose que l'on ne va pas consommer. C'est simplement quelque chose qui va nourrir notre esprit et notre savoir. C'est donc au travers de ces deux sens que j'ai choisi d'appeler ma chaîne Alimentologie. En effet, alimentologie pourrait se traduire la science de l'aliment, la science de la nourriture. Ainsi, la chaîne Alimentologie permettra de faire de la vulgarisation scientifique autour de l'alimentation tout en alimentant notre savoir. Pour introduire la chaîne, parlons histoire de l'alimentation. L'histoire de l'alimentation n'existe pas. En réalité, l'histoire de l'alimentation est directement liée à l'histoire de l'agriculture, qui est elle liée à l'histoire globale. C'est en effet un texte écrit par Louis Malassis, Histoire de l'agriculture, Histoire de l'alimentation, Histoire générale. Dans un premier temps, l'alimentation varie en fonction des espèces consommées. Donc l'alimentation d'une population sera caractérisée par les espèces qu'ils consomment. Ce qui va influencer les espèces consommées va être l'histoire générale. En effet, l'article écrit par Louis Malassis nous dit « C'est ainsi qu'en Europe, les migrations des agriculteurs du néolithique, les croisades, la découverte de l'Amérique, la colonisation, etc. ont considérablement modifié la base alimentaire, transférant certaines espèces à l'échelle du monde. » Donc comme l'expliquait Louis Malassis, c'est l'histoire générale qui a influencé la répartition des espèces dans le monde. Par exemple, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb a permis l'apport de la pomme de terre en Europe. La pomme de terre n'est absolument pas originaire d'Europe. Elle vient de l'Amérique du Nord, elle a été rapportée après la découverte de l'Amérique. Pour comprendre l'histoire de l'alimentation, on ne peut pas simplement parler d'agriculture ou d'alimentation. On va parler d'un groupe qui s'appelle
le système agroalimentaire. Encore une fois, Louis Malassis dit « Par système agroalimentaire, nous entendons l'ensemble des activités qui concourent à la fonction alimentaire dans une société donnée, à un moment donné, ainsi que les mécanismes de régulation de ce système. » Ce que ce scientifique cherche à démontrer, c'est qu'un système agroalimentaire est un ensemble de facteurs. Facteurs économiques, facteurs mécaniques, facteurs écologiques, un ensemble de facteurs qui vont permettre la production alimentaire. De plus, un des facteurs qui influence le plus l'alimentation et son histoire, il s'agit du facteur de la technologie. Encore une fois, issu de l'histoire générale, le changement de technologie, par exemple apparu il y a 10 000 ans, avant notre ère, passant des cueilleurs, pêcheurs et chasseurs à des agriculteurs, une nouvelle technologie est née. C'est ainsi que l'agriculture a permis la production de masse et donc un changement d'alimentation. Dans tout cela, il faut retenir deux grands points qui influencent sur l'histoire de l'alimentation. Dans un premier temps, le contexte socio-économique, et dans un deuxième temps, les systèmes agroalimentaires. Par contexte socio-économique, on entend là les aides de l'État envers les producteurs ou encore l'économie des populations. Quesnay écrit dans l'une de ses maximes « Il est donc de l'intérêt public que le peuple jouisse d'une certaine aisance afin de contribuer à la consommation des denrées qui ne peuvent être consommées que dans le pays. » Ce que Quesnay explique ainsi, c'est que pour qu'une alimentation soit stable et que la production soit continue, il est essentiel que dans une société, la population ait les moyens et l'aisance de payer les denrées agricoles. C'est pourquoi il emploie le terme « intérêt public » dans le sens où l'État a un rôle à jouer dans la régulation de l'alimentation. En effet, par exemple, de nos jours, la PAC permet d'apporter une aide aux producteurs et ainsi de leur permettre de produire aisément. De plus, l'industrialisation et la production de masse ont apporté énormément de changements dans l'alimentation en France ou à travers le monde. L'industrialisation a permis la transformation des produits de matières premières brutes, c'est-à-dire la viande, les fruits, les légumes, toutes les matières premières produites par les producteurs, et ainsi ont pu être transformées à grande échelle et créer de nouvelles recettes. On retrouve encore un facteur différent influençant sur l'histoire de l'alimentation. Il s'agit là des systèmes de restauration tels que la restauration collective, les restaurants ou encore les fast-foods. En effet, un chapitre du livre « L'obésité concerne surtout les États-Unis d'Amérique » écrit en 2015 montre les chiffres de l'obésité. L'obésité et le surpoids sont deux échelles de poids différentes obtenues par l'IMC qui permettent de connaître le taux d'obésité dans les pays. Donc l'IMC se calcule par rapport à la taille et la masse d'un individu et permet ainsi d'obtenir une valeur classant les individus en 4 catégories: maigre, normal, surpoids, obésité ou encore une cinquième catégorie, obésité morbide. Les États-Unis, avec un taux d'obésité de 36% et de 70% de surpoids, sont la preuve d'un changement d'alimentation. En effet, l'industrialisation, la transformation des produits, les plats préparés ou les fast-foods ont entraîné une grosse augmentation du surpoids aux États-Unis. De plus, le changement d'alimentation est relié à certains facteurs. Le livre nous énonce, je cite, « Ce taux a progressé rapidement ces 30 dernières années en raison de l'urbanisation, de la modification des habitudes alimentaires et de l'augmentation de la sédentarité des populations. » On voit au travers de l'exemple des États-Unis que l'évolution d'une population, l'évolution de ses coutumes, l'évolution de ses habitudes, la sédentarisation ont mené à un changement d'alimentation. L'ouverture du commerce international au cours des siècles derniers a permis l'importation et l'exportation de nouvelles espèces consommables. Il existe de nombreux facteurs influents sur l'alimentation et sur son histoire. Il serait compliqué de tous les énoncer. On peut retrouver encore les habitudes alimentaires d'origine culturelle ou bien religieuse. Ainsi, l'histoire de l'alimentation ne peut pas vraiment être décrite telle qu'elle, car elle résulte de nombreux facteurs différents. Des facteurs globalement d'origine historique, mais également des facteurs qui peuvent être culturels, ou bien simplement des facteurs économiques. Voilà, c'était pour faire un petit point sur l'histoire de l'alimentation, comprendre ce qu'était l'alimentologie et vous permettre de découvrir ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne, à vous abonner, à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, à mettre dans les commentaires si vous avez quelque chose à me dire. Si vous avez une idée de thème qui vous intéresse que je puisse traiter, n'hésitez pas. Sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.